Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette première vidéo depuis la fin du challenge du mois de juin où on a fait 30 jours, 30 vidéos. D'ailleurs, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Merci à tous pour tous vos bons retours. J'ai eu plein de messages super encourageants sur ce challenge. Beaucoup de messages nous disant que ça vous a plu, que vous avez été motivé par le fait de voir une vidéo par jour. Donc, merci à tous pour vos retours, c'était super apprécié. Alors écoutez, j'espère que ce mois de juillet démarre bien et fort pour vous. J'espère que vous n'êtes pas trop en mode relax pour l'été parce que justement, vous l'avez peut-être vu, vous avez peut-être vu la formation passer, mais l'échec numérique, ça a été reconduit, si je ne me trompe pas, jusqu'à fin juillet. Et pour des montants encore au-dessus de 500 euros. J'ai vu certaines régions avec des montants très intéressants, à 1500, 2000, 5000 euros. Donc si vous ne savez pas de quoi je parle, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le sujet, je vous laisse aller la voir en cliquant sur la fiche qui va apparaître en haut à droite de l'écran, dans laquelle je présente tout ce que c'est l'opportunité d'échec numérique. En fait, je vous explique ce que c'est, comment ça fonctionne globalement et comment vous pouvez en tirer parti. Et du coup, si vous vous intéressez à l'opportunité d'échec numérique, si vous avez suivi la dernière masterclass Devenir Consultant qui était le 22 juin ou que vous allez suivre la prochaine qui est le 15 juillet, vous avez probablement des prospects qui commencent à rentrer. Et également, si vous avez suivi toutes mes vidéos où je vous donne des plans d'action pour aller chercher vos premiers clients, encore une fois, je vous mets une petite fiche ici, vous avez des prospects qui commencent à rentrer dans votre agence et vous avez sûrement des rendez-vous de vente qui se profilent. Probablement que vous êtes en train de prévoir des rendez-vous, des R1 comme on dit, avec vos premiers prospects. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous donner mes astuces pour aller réussir vos rendez-vous de vente, réussir vos R1. Alors, vous l'avez vu dans le titre, des rendez-vous de vente, j'en ai fait plusieurs centaines, notamment avec Henley Marketing, c'est toujours moi qui ai fait les rendez-vous de closing, plus les autres projets autour, donc plusieurs centaines de rendez-vous de vente et j'ai estimé globalement 95% de taux de closing positif, c'est-à-dire que plus de 95% de ces rendez-vous ont terminé sur une vente. On est très loin des chiffres qu'on peut voir parfois où un rendez-vous sur deux devient un client. Là, presque la totalité des rendez-vous que j'ai menés ont abouti sur un contrat. Donc, j'estime avoir certaines astuces qui fonctionnent pour réussir un rendez-vous. Et c'est ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui. J'aimerais vous partager 6 conseils pour réussir vos rendez-vous de vente, les fameux R1. Mais alors, avant de démarrer, venez me rejoindre sur Instagram. En ce moment, je publie beaucoup, je suis toujours présent, les stories, etc. J'en fais tous les jours. Donc, si vous voulez avoir un peu de contenu entre deux vidéos YouTube, venez me rejoindre sur Instagram. Si vous aimez toutes ces vidéos orientées marketing numérique et SMMA, abonnez-vous à la chaîne et likez cette vidéo pour me le dire. Moi, ça m'encourage beaucoup. Ça me dit que vous aimez ce contenu, donc j'en ferai davantage. Et aussi, vous pouvez activer la cloche pour recevoir les notifications quand une nouvelle vidéo sort. Et surtout, venez me rejoindre pour la masterclass Devenir Consultant, la conférence en live. Ce sera en direct le 15 juillet. Donc le 15 juillet, le lien d'inscription est en description. D'ailleurs, sachez que si vous voyez cette vidéo après le 15 juillet, pas de panique, le lien est toujours bon, il y a juste la date qui aura changé. Mais dans cette masterclass, donc cette conférence en direct, je vous présenterai les premières étapes pour lancer votre business SMMA. Vous pourrez me poser toutes vos questions, on verra ensemble comment dépasser ça en syndrome de l'imposteur, comment trouver vos premiers clients, comment définir votre offre et votre avatar, bref, comment devenir indépendant financièrement grâce au SMMA. Vous aurez tout ce qu'il vous faut pour aller chercher vos premiers clients et vous générer un premier revenu entrepreneurial. Bon alors j'ai baissé un peu la lumière de la vidéo parce que vous le voyez je suis dans mon nouvel appartement qui n'est pas encore terminé tout à fait au niveau de l'emménagement. Il y a encore un peu d'écho parce qu'il n'y a pas les rideaux, les tapis etc. Mais c'est le nouvel appartement. D'ailleurs je vous ferai une vidéo, un petit home tour, un truc du genre quand ce sera terminé. Et le problème c'est que il y a beaucoup de fenêtres, c'est une bonne chose. Mais ça fait beaucoup varier la lumière et comme aujourd'hui en plus la météo est pas spécialement égale. Il y a un coup c'est averse et un coup il y a grand soleil. La lumière varie un peu. Donc là, j'ai baissé un peu la lumière pour vous parler pour la suite de cette vidéo. Et on va attaquer avec les 6 conseils pour réussir vos rendez-vous de vente, vos R1. Alors, le tout premier conseil, je pense que ça a été un vrai avantage concurrentiel pour moi, même au démarrage. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appliqué dès le début, qui vient de mes valeurs personnelles et de ma façon personnelle de voir la vente. J'ai beaucoup d'empathie pour mon interlocuteur. C'est-à-dire que même au début où je manquais d'argent, où je voyais en le prospect devant moi, je voyais quand même une certaine liasse de billets parce que j'en avais besoin pour manger, donc je pensais aussi à l'argent que représentait ce prospect. Il n'empêche que j'avais toujours beaucoup d'intérêt pour l'humain en face de moi. Et donc je faisais preuve d'empathie, ce qui m'amenait à m'adapter à mon interlocuteur. Et ça, je pense que c'est un vrai avantage concurrentiel que j'ai eu très tôt et que je vous conseille d'avoir aussi, de mettre en place. Parce que la plupart des agences, la plupart des marketeurs que je croise vont parler avec des termes techniques, vont avoir le même speech,
peu importe devant qui ils sont. Et donc, certains vont parfaitement comprendre ce que le marketeur raconte, d'autres vont avoir beaucoup plus de mal à suivre, d'autres ne vont pas se sentir concernés parce que les métaphores, les exemples, les illustrations qui seront utilisées ne sont pas les bonnes. Et personnellement, j'ai toujours beaucoup mis en avant l'aspect empathique. Je me suis toujours beaucoup mis à niveau par rapport à la personne en face de moi et donc adapté ma façon de m'exprimer par rapport à la personne en face de moi. Je vous donne un exemple très concret. Vous pouvez avoir plein de profils de prospects. Vous pouvez être devant, je sais pas moi, un homme de 35 ans qui travaille dans un bureau depuis 10 ans ou devant une femme de 60 ans qui a toujours travaillé sur des chantiers, un homme de 50 ans qui a toujours travaillé entouré de beaucoup de monde et par exemple dans les médias où il est souvent exposé. Donc vous avez plein de profils différents et tous ces profils font que ces personnes vont avoir des références différentes, vont avoir des façons de s'exprimer différentes, vont avoir plein de facteurs différenciants. Et si vous voulez jouer empathique et que vous voulez avoir un avantage concurrentiel, vous devriez vous adapter. Je vous donne un exemple. Il y a un exemple que je prends souvent, c'est un monsieur qui avait 60-65 ans, qui travaille dans l'excavation toute sa vie, donc sur des chantiers, à faire des trous avec des tractopelles, des fondations, etc. Lui, il avait une façon de s'exprimer extrêmement direct, ça crie beaucoup sur les chantiers, il mâche pas ses mots, il y va direct. En plus de ça, il m'a pas caché qu'il avait aucun intérêt pour le web, en tout cas à titre personnel. Et donc voilà, je savais que la communication n'allait pas être évidente avec lui. Donc je m'adapte et plutôt que de me heurter à un mur en allant chercher des mots compliqués, business manager, conversion, site web, etc., des mots qui ne seraient arrivés nulle part, hein. La personne en face de moi ne les comprenait pas, n'avait pas envie de les comprendre, ça serait allé nulle part la conversation. Et ben, je me suis adapté. Et j'ai utilisé des exemples que cette personne comprenait. Je lui ai demandé, aujourd'hui, selon vous, quelles sont les publicités les plus efficaces? Il m'a répondu, c'est à la télé. Tous les soirs, moi je regarde la télé, puis je vois des publicités, puis ça marche bien. Je lui ai dit, oui, mais vous m'avez dit que vous vouliez des clients, une clientèle plus jeune, renouveler votre clientèle. Qu'est-ce qu'ils regardent toute la journée, les jeunes? Ah, ils regardent leur téléphone. Ils sont toute la journée devant leur téléphone. Ils ont toujours le nez dans le téléphone. Vous voyez, un peu la personne de 65 ans qui se plaint un peu des jeunes qui regardent le téléphone. Je dis, ok, donc vous le savez, vos clients potentiels, ceux que vous voulez aller chercher, ils ont toute la journée les yeux sur leur téléphone. Si je vous disais que je peux vous faire apparaître sur leur téléphone, que tous ces jeunes dont vous parlez, ils vous verront sur leur téléphone, ça vous intéresse? Oui? Et on a closé. Je lui ai pas vendu la publicité Facebook. Il n'a pas conscience de ce que j'allais faire en termes de publicité précisément. Sur Facebook, Google, Instagram, le retargeting, il n'a pas conscience de tout ça. Il m'a payé pour une finalité qui est qu'on le voit lui et son offre de services sur son téléphone. Que les jeunes de sa ville, donc les jeunes pour lui il entendait tous les moins de 35 ans, qui achètent leur première maison, qui ont des terrains, qui peuvent avoir besoin de ses services, toutes ces personnes-là devaient le voir sur leur téléphone. C'est ce pourquoi il m'a payé. Les outils, ça ne l'intéressait pas. Donc j'ai agi de mon côté, je lui ai amené les résultats qu'il souhaitait, je lui ai montré un téléphone avec sa publicité dessus, il ne s'est pas demandé où est-ce que c'était ou autre, il a eu une finalité. Je me suis adapté à ce qu'il souhaitait. À l'inverse, j'ai eu un client il n'y a pas si longtemps qui avait un e-commerce, qui lui s'était beaucoup formé, il avait acheté des formations en ligne, etc., mais il manquait beaucoup de temps pour s'occuper lui-même de son marketing. Il voulait quand même faire confiance à un expert, mais il s'était beaucoup formé. Et je voyais qu'il avait une fierté à me dire des mots qu'il avait appris. Il avait été fier de me dire, ben voilà, j'ai fait des tests AB, mais mon taux de conversion n'est toujours pas très haut, dans ma liste email, j'ai pas beaucoup d'inscrits. Il était fier de me dire ces mots-là, je le voyais. Il s'était formé pour pouvoir me le dire. Donc, je l'ai flatté à ce niveau-là. Je dis, ah, bravo, je vois que vous êtes formé, je vois qu'on parle le même langage, c'est agréable. Alors, le taux de conversion, les tests AB, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Et je faisais parler, je l'ai fait parler. Il était fier de me montrer tout ce qu'il avait testé. Je le félicitais pour ce qu'il avait testé et puis je lui ai amené des axes d'amélioration. Alors ok, oui, c'est bien le test AB, mais vous l'avez fait seulement sur une semaine. Une semaine, c'est pas assez. En plus, c'était une semaine où il y a eu un événement particulier, donc c'est pas valable. Et là, il était content, il continuait d'apprendre. Il m'a positionné en tant qu'expert parce que je lui ai amené de l'apprentissage et donc m'a fait confiance pour la suite et m'a donné son contrat. Vous voyez, vous devez vous adapter. Donc ça, c'est mon premier conseil, faites preuve d'empathie, comprenez la personne, intéressez-vous à la personne que vous avez en face de vous, à votre interlocuteur, essayez de déduire un peu ce qu'il a en tête, ce qu'il aime, ce qui parle pour lui, ou au contraire, ce qui ne lui parlera pas du tout, et adaptez-vous dans votre pitch de vente. Deuxième point qui est un peu en lien avec le premier, c'est la vulgarisation. Prenez l'habitude de vulgariser, et ce, peu importe avec qui vous parlez. Alors là,
que la personne en face de vous ait 70 ans ou 30 ans, peu importe. Prenez l'habitude de vulgariser. Il est désagréable quand on parle à quelqu'un ou quand quelqu'un nous parle de ne pas comprendre 100% du message. Donc, si vous parlez par exemple à une assemblée, si vous allez dans une chambre de commerce, dans un événement réseautage, dans un rendez-vous BNI ou autre, vous allez parler à une masse de personnes. Quand vous parlez à une masse de personnes, vulgarisez, mais à fond. Vraiment, vous vulgarisez à fond. Peu importe que vos mots soient un peu amateurs ou autres, l'important c'est que les gens comprennent tous le message que vous voulez transmettre et qu'ils le comprennent bien. Pareil, quand vous parlez à des interlocuteurs individuels, un à un, peu importe leur niveau, vous ne connaissez pas forcément leur niveau quand vous faites un événement réseautage, vous ne pouvez pas à chaque fois sonder, voilà, toi tu es un expert, toi tu es un amateur, toi tu n'en as jamais fait, c'est compliqué à faire. Donc prenez l'habitude d'avoir toujours des pitchs simples et vulgarisés. Je te donne un exemple, moi comme vous le savez, mon cœur de métier c'était vraiment la publicité Facebook dans les premières années, donc j'avais des phrases simples qui font que peu importe à qui je parlais, ils comprenaient ce que je faisais. Je commençais toujours par alors moi, j'utilise les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité des PME et leur trouver des clients. Aucun mot compliqué là-dedans. Quelqu'un qui était totalement débutant comprenait ce que je voulais dire et s'arrêtait là. Quelqu'un qui était plus expérimenté comprenait aussi ce que je voulais dire et on répondait « Et tu fais quoi? C'est de la publicité sur Facebook, sur Instagram ?» Alors oui, c'est de la publicité sur Facebook, je fais des beaux ciblages avec des audiences précises et là je rentre dans le détail parce que la personne en face de moi s'est manifestée en tant que personne plus avancée, avec un niveau plus avancé, donc je me permets d'aller plus loin dans le jargon, dans les termes techniques. Mais je pars toujours sur une base vulgarisée pour que tout le monde me comprenne quoi qu'il arrive. Et ensuite je vais complexifier si c'est possible. Et même quand c'est possible, je ne vais pas pousser trop loin le niveau de complexité, à part si c'est encore une fois pour flatter l'ego de la personne en face de moi. J'irai jamais trop dans le complexe. Au contraire, pour ne pas m'enterrer dans une conversation qui nous amène dans les limbes du business manager et tous les détails techniques qui vont endormir mon interlocuteur et moi qui vont m'éloigner de ce qui m'intéresse, le prospect. Troisième conseil, personnellement, dans mes rendez-vous de vente, je privilégie la relation et l'humain à la vente en elle-même et à ma logistique. Ce qui veut dire que quand je vais faire un rendez-vous de vente, je vais avoir dans mes mains, alors je ne sais pas si vous pouvez le voir, je suis branché parce que j'ai mon retour caméra dessus, mon iPad et un pencil. Et en gros, quand je parle avec quelqu'un, j'ai pas mon ordi qui vient faire une coupure entre nous deux, j'ai pas de PowerPoint, j'ai rien. J'ai soit un carnet et un stylo, soit mon iPad qui est ouvert sur une application de notes où je prends mes notes directement de façon manuscrite avec le pencil. Mais c'est-à-dire qu'en tout temps, il n'y a rien d'autre sur la table qu'un outil de prise de notes. C'est tout. Il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de flyer, il n'y a pas de plaquette, il n'y a pas tout ça. Parce que la chose que je vais privilégier en rendez-vous de vente, c'est la relation. Donc, je vais avoir un minimum de distraction autour de moi pour que ce soit avant tout une conversation. Et autre élément, c'est pour ça que j'aime bien faire ça au café, dans un bar ou dans un restaurant, dans un endroit qui est plutôt chill. Parce qu'au final, si je vais boire un café avec vous ou manger avec vous, ça suppose qu'on va être là pour une demi-heure, une heure, qu'on va discuter, qu'on va manger en même temps. Même si au niveau business, il n'y a pas d'entente, on va pouvoir manger ensemble et tout va bien. J'aurais pas organisé une sorte de pitch formel de vente. J'aurais simplement entamé une conversation, une relation humaine. Et ça, ça permet au prospect de se sentir un peu plus en confiance et d'être moins sur la défensive. Si vous allez dans le bureau de votre prospect ou vous invitez votre prospect à son bureau, c'est faisable aussi. Mais forcément, il y a un peu une relation de invité et personne qui invite, une relation de client-vendeur. Alors que si on va manger au restaurant et on va au café, on va discuter de ce qu'on peut mettre en place comme synergie. Mais vous voyez, on désactive un peu le côté défensif de la personne. Donc quand vous vous adaptez, que vous vulgarisez, que vous mettez en confiance la personne dans un endroit qui est plutôt confortable pour vous deux et qui n'est pas chez l'un ou chez l'autre, on se rend compte qu'on est en train de créer un climat qui est propice à une relation de confiance et qui va détendre et qui ressemble davantage à une zone de confort pour l'interlocuteur. Et si votre interlocuteur se sent compris, se sent concerné, se sent dans une bulle de confort, forcément vous avez déjà beaucoup plus de chances de pouvoir l'amener là où vous le souhaitez et donc au closing. Donc vous voyez, là on est vraiment sur les trois premiers points et sont vraiment sur le côté psychologique et comment je m'organise pour mettre vraiment mon prospect dans les meilleures conditions pour dire oui à ma proposition à la fin. Le quatrième point, lui, est déjà plus technique. Alors, mon
mon R1, mon rendez-vous de vente, personnellement, je le décompose en deux grandes parties. Une partie phase de découverte, qui représente environ 60-70% du rendez-vous, et une partie qu'on va appeler ici la phase de positionnement, ok, qui va durer environ 30-40% du rendez-vous. C'est toujours d'abord la phase de découverte, puis la phase de positionnement. La phase de positionnement, on peut aussi l'appeler la phase de closing ou la phase de persuasion, peu importe. L'idée, pour faire simple, c'est que la phase de découverte, c'est le moment où je vais aller diagnostiquer le problème de mon prospect. Et la phase de positionnement, c'est là où je me positionne comme une solution. Donc, je détermine d'abord le problème de mon prospect, puis je me positionne comme la solution au problème. Ok? Ça, c'est comme ça que tous mes rendez-vous sont divisés. Donc, je commence bien par une phase de découverte qui va essentiellement ressembler à une conversation dans laquelle je vais poser des questions. Mon idée est très simple ici, c'est de finir cette première partie de mon rendez-vous avec toutes les informations nécessaires pour closer le prospect avec ses propres mots. C'est lui qui va me dire quel est son problème, là où il aimerait aller, et qu'est-ce qui est selon lui le problème aujourd'hui qui l'empêche d'aller à sa situation idéale. C'est lui qui va me donner toutes les informations, tous les mots nécessaires pour ensuite le convaincre. Je vous donne un exemple avec des questions que je pose tout le temps, plus ou moins. C'est bon, alors dites-moi globalement, faites-moi un topo de là où vous en êtes aujourd'hui, de votre situation actuelle. Combien vous avez de demandes de devis par mois, par exemple, sur votre site web? Alors là, j'ai 50 demandes de devis par mois. Ok. Et votre business, comment vous le voyez dans 3 ans, dans un monde idéal? À quoi ça ressemble, votre site web, les demandes de devis? Comment ça tourne? Ah bah dans un monde idéal, j'aurais 150 demandes de devis par mois ça viendrait tout seul, en automatique. Je ne serais pas obligé d'aller envoyer des commerciaux de tous les côtés de la France. Je ferais que de la publicité. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre cette situation idéale? Selon vous, c'est quoi votre blocage aujourd'hui qui vous empêche d'atteindre cette situation idéale? Ah bah j'ai clairement pas les compétences pour mettre en avant sur le web, je sais pas où aller trouver mes prospects, à chaque fois que je fais des tentatives de publicité, de publication, j'ai l'impression que personne les voit et personne réagit. Mes commerciaux, personne s'intéresse au web, ils font tous de la prospection un à un, du porte-à-porte, donc forcément c'est extrêmement long pour avoir ne serait-ce que 50 devis, alors 150 j'imagine même pas. Ok, qu'est-ce qu'on en retient ici? Rien qu'avec ces 3 questions, on sait d'où il part, 50 devis par mois, on sait où il veut aller. Il veut tripler son nombre de devis par mois et il veut changer de sa façon de les avoir. Il les veut en automatique par de la publicité et non plus par des commerciaux. On a toutes les informations pour une phase de positionnement efficace. On va lui expliquer que nous, notre spécialisation, c'est de faire de la publicité en ligne de façon à attirer des clients de manière automatisée chez nos prospects. Notre travail, c'est de mettre en place une sorte de machine de publicitaire sur les réseaux sociaux qui vont attirer des clients qualifiés et les envoyer directement sur le site web là où il y a les demandes de devis. On présente notre solution comme ça. Techniquement, on aurait pu vendre un site web, on aurait pu vendre de la publicité Facebook, Instagram, Google, des chatbots, de l'email marketing. Mais là, on va se contenter de vendre ce que le prospect a évoqué. Il vous a lui-même dit ce dont il avait envie, ce dont il a besoin. Donc vendez-lui, tout simplement. Il vous a dit son problème, il vous a dit ce qui lui manquait aujourd'hui dans son entreprise, donc vendez-lui. Et vous voyez, faire preuve de cette empathie-là, faire preuve d'écoute, ça, ce sera différent de vos concurrents. Vos autres concurrents vont peut-être simplement forcer sur leur offre de publicité Google, juste en lui disant, bah voilà, tu auras de la pub, tu auras de la visibilité, tu auras des clients. Alors que vous, si vous utilisez ces mots, que vous réutilisez ce que vous avez appris dans la phase de découverte, vous allez vraiment lui parler. Le prospect ne s'en rend pas forcément compte, je vais vous l'avouer, il ne s'en rend pas forcément compte, mais quand vous allez lui redire les mots que lui vous a communiqués, il ne va pas se souvenir qu'il vous a dit tous ces mots-là. Donc il va avoir l'impression que vous le comprenez de façon phénoménale. Il va se dire waouh. Et très souvent, ça m'arrive beaucoup dans les rendez-vous, le client me dit waouh, j'ai vraiment l'impression qu'on se comprend et que tu vois ce que je veux te dire. Ah oui, mais tu me l'as dit juste avant. Mais ça, le prospect ne s'en rend pas forcément compte. Donc vous, utilisez cette phase de découverte pour aller apprendre tout ce dont vous avez besoin pour réussir votre closing ensuite. Vous posez ces 3 questions par exemple que je viens de vous citer et toutes les questions qui vous semblent naturelles. N'oubliez pas que c'est une conversation avant tout. Donc évidemment vous réagissez à la situation, hein. Vous guidez le prospect jusqu'à avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Donc d'où il part, où il veut aller et quels sont ses blocages aujourd'hui selon lui. Et vous vendez la solution à ce blocage. Et vous restez concentré là-dessus.
Mon cinquième conseil, qui est encore une fois technique, alors lui, c'est quelque chose que là aussi j'ai toujours fait naturellement et j'ai identifié ce point comme étant particulièrement efficace. Je me suis rendu compte que ça faisait une vraie différence avec certains de mes concurrents. C'est que j'utilise toujours des métaphores ou des exemples basés sur le prospect que j'ai en face de moi. Très souvent, je vois des concurrents, d'autres agences ou des consultants qui vont illustrer leurs propos avec un exemple. L'exemple d'un ancien client ou l'exemple d'une entreprise bien connue, Apple, etc. Et moi, j'ai remarqué que dans mes rendez-vous de vente, j'illustre toujours avec le client que j'ai en face de moi. De façon à... Ça fait travailler plein de choses. Hein. Je ne sais pas comment vous dire ça, mais regardez, certains bons profs à l'école, quand ils voulaient illustrer un problème mathématique ou autre, utilisaient un prénom qui est dans la classe. Ce qui fait que ça faisait rire les élèves et l'élève concerné écoutait d'un coup. Il avait beau être absent pendant tout le cours, il écoutait le problème de maths du prof. Pourquoi? Parce que ce prof avait conscience que s'il met cet élève au centre de son illustration, de son problème, bah, ça allait réveiller son attention. Quand on parle de soi, c'est comme quand on est sur une photo de groupe. On va s'intéresser à la photo de groupe parce qu'on est dessus. Là, c'est pareil. Donc, quand vous allez illustrer quelque chose, illustrez-le en prenant votre prospect comme acteur de cette illustration. Donc, même si votre illustration ou votre exemple, c'était un ancien client à vous, remplacez-le par la personne en face de vous. Par exemple, si on prend l'exemple précédent, avec la boîte qui veut des demandes de devis par la publicité automatisée, on peut vous illustrer. Donc, par exemple, si vous faites 2000 € de publicité, on peut estimer qu'environ 20, 30, 40 000 personnes vous verront. Et là-dessus, potentiellement, 3 4 000 visites sur votre site web. Et donc 3 4 000 visites sur votre site web. Si votre site web est plutôt optimal, on pourrait espérer environ 150, 200 demandes de devis. Donc, vous voyez globalement ce que vous souhaitiez. Et vous illustrez par rapport à lui. Encore une fois, si vous avez une métaphore à faire ou autre, allez utiliser une métaphore qui va plutôt être dans son champ de connaissances ou d'expertise. Par exemple, si vous parlez avec un menuisier, vous voulez closer un menuisier et vous voulez lui faire comprendre que le métier de webmaster et le métier de community manager, c'est deux choses différentes. Et vous prenez une métaphore qui fait partie de son vocabulaire. Alors écoutez, webmaster et community manager, c'est deux métiers différents. C'est comme le plombier et l'électricien. Les deux vont rénover une même maison, vont travailler sur une maison, mais les deux vont s'occuper d'un problème différent. Et c'est pareil entre un webmaster et un community manager. Vous voyez, vous illustrez avec des métaphores qui vont parler à la personne en face de vous. Vous adaptez, encore une fois. C'est de l'empathie, c'est une preuve d'empathie, encore une fois, mais vous vous adaptez à la personne en face de vous. Et ça paraît tout bête, mais utilisez votre prospect et le mettre au centre d'un exemple qui va le concerner, ça va l'engager dans la conversation, il va se visualiser. Donc si votre client veut 150 demandes de devis par mois avec de la publicité, si vous devez l'illustrer, utilisez-le parce que d'un coup, il va s'imaginer avec 150 demandes de devis et il va associer ces visualisations à vous directement, ce qui est une bonne chose pour le closing qui viendra après. Sixième et dernier conseil, j'ai déjà cité plusieurs fois sur la chaîne dans d'autres contenus, votre rendez-vous de vente ne doit pas devenir un procès. Vous le savez peut-être, mais vous savez, quand je vous conseille des structures de prospection, etc., je vous dis souvent de relever des axes d'amélioration, donc des choses qui aujourd'hui ne sont pas top dans l'écosystème web de votre client, de votre prospect, et vous lui montrez comme étant un axe d'amélioration que vous pourriez du coup régler, vous pourriez améliorer. Exemple, le site web n'est pas sécurisé SSL, ça peut être un axe d'amélioration pour dire au prospect, écoutez, moi je peux régler ce problème-là, aujourd'hui vous perdez des prospects, des clients et des visiteurs à cause de ça, moi je peux régler le problème. Okay. Donc oui, effectivement, un axe d'amélioration, c'est pertinent dans une démarche de vente. Mais ce qu'il faut, c'est pas tomber dans l'extrême et arriver en mode procès, relever les 15 problèmes majeurs du site web et tous les balancer au prospect quand on arrive dans le rendez-vous de vente. Il faut absolument éviter de faire ça. Parce que autant un axe d'amélioration peut permettre de capter l'intérêt du prospect, autant s'acharner dessus, s'acharner sur le prospect et lui balancer tout ce qu'il a fait de mal ces 3 dernières années, ça va juste le vexer. En tout cas, ça va lui déclencher des émotions négatives, et ces émotions négatives, il va les associer à vous. C'est vous qui les déclenchez. Donc probablement qu'il va prendre toute votre liste de défauts, vous dire ciao, aller appeler un de vos concurrents, et dire voilà, règle-moi tous ces problèmes-là. Mais vous, il vous aura associé à des émotions négatives. Donc il faut à tout prix éviter d'arriver avec une liste de problématiques. Vous devriez avoir une petite liste d'axes d'amélioration et de problématiques, mais pour vous, dans votre tête, de façon à ce que, lorsque la conversation est bien démarrée, vous illustrez vos propos avec des axes d'amélioration. Je vous donne un exemple.
J'avais une prospecte qui voulait un site web et moi mon idée c'était de récupérer le contrat avec voilà, l'ensemble. En général je vous conseillerais de vous focus un service à la fois, mais là je sentais que je pouvais aller chercher plutôt un accompagnement global. Et donc je lui vendais le site web, etc. Ça fait déjà 25 minutes qu'on parlait, le climat de confiance était mis en place, il y avait une relation de confiance, donc le travail de mise en confiance était fait. Et à ce moment-là, je lui dis, vous savez, au-delà du site web que je vais évidemment faire pour vous et je vais vous faire quelque chose de top, je pourrais me permettre de vous aussi vous arranger deux, trois petites problématiques que j'ai repérées dans votre écosystème web, notamment sur votre Google My Business, quand on vous appelle, on appelle le fax. Et ça fait mal aux oreilles. Donc ça, je pourrais en profiter, par exemple, pour régler ces petits bugs-là, à droite à gauche, en plus du site web. Qu'est-ce que vous en dites? Vous voyez, il y avait déjà une bonne relation, il y avait déjà quelque chose de construit avec la personne, donc je me suis permis d'ajouter un axe d'amélioration, d'ajouter une problématique que j'ai repérée. Ça montre que j'ai travaillé sur son dossier, ça montre que j'ai fait mes recherches, mais derrière, ce n'est pas vexant. C'est juste un ajout. Et là, comme dans la plupart des cas, quand c'est bien fait, ça termine simplement sur oh mon dieu, je savais pas que ça faisait ça, je savais pas que j'avais ce problème-là. Oui, s'il te plaît, règle-le aussi. C'est ce qu'on veut. Mais ça ne se passera pas comme ça si on présente simplement toute une liste de problématiques qui vont simplement faire paniquer et vexer votre prospect. Donc en résumé, tous ces points, c'est qu'on a de l'empathie pour notre client, on s'intéresse à lui, on s'adapte à lui, on vulgarise pour être compris par tout le monde, peu importe leur niveau d'expertise, leur niveau de connaissance face au marketing numérique. On focus sur la relation, l'humain, plutôt que sur des PowerPoint et de la logistique de vente qui semble idéale mais qui en réalité est déconnectée de ce que veut votre prospect, c'est-à-dire une relation humaine, une relation de confiance. On focus à fond sur la phase de découverte qui va vous donner tous les éléments pour réussir votre phase de positionnement, votre phase de closing. On évite de faire un procès au client. L'idée, c'est pas de lui balancer à la tête tout ce qu'il a fait de mal ces dernières années. On reste constructif et positif avant tout. Et enfin, on illustre tous ces exemples, toutes ces métaphores par des choses qui vont inclure le prospect, par des exemples qui vont inclure le prospect ou des métaphores qui vont être dans son champ lexical habituel, on va dire. Okay, avec ces 6 conseils-là, vous devriez voir une atmosphère plus douce, plus confortable, moins défensive dans vos rendez-vous. Et vous allez voir que vous allez créer vraiment des relations avec vos prospects. Et généralement, ça se termine de 2 façons, ces rendez-vous, dans 95% des cas, comme je vous disais. D'abord, le prospect vous remercie pour ce moment. C'est-à-dire que vraiment, dans la plupart de mes rendez-vous, le prospect m'a dit « Ah j'ai beaucoup aimé ce moment avec toi, merci pour la discussion, c'était bien intéressant. » Et il vous demande un prix. Combien ça me coûterait de faire tout ça avec toi? Dans tous les cas, moi ça se termine sur écoutez, pour moi aussi, le plaisir était partagé, c'était bien agréable, j'ai été ravi de vous rencontrer et découvrir votre projet, votre entreprise. Alors écoutez, donnez-moi 24 à 48 heures et je vous envoie un devis détaillé. Je vais réfléchir sur tout ce qu'on a dit aujourd'hui. On a eu beaucoup d'informations, on a beaucoup parlé, donc je vais mettre tout ça à plat. Imaginez quelque chose de particulièrement efficace pour vous et je vous envoie ça sous 24 à 48 heures. Votre rendez-vous est terminé, probablement gagné, il ne vous reste plus qu'à faire le devis et à l'envoyer. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces conseils vont vous aider pour vos prochains rendez-vous. Donc encore une fois, allez-y à fond avec les rendez-vous, avec le chèque numérique, avec les conseils que je vous ai donnés aujourd'hui. Foncez, 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 c'est le moment, l'été, c'est absolument pas un moment de repos au niveau du SMMA, on peut faire de très très beaux contrats l'été, donc foncez encore une fois. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à mettre un like sur cette vidéo si ça vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.